Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leur Stratégie, un programme de 26 minutes durant lequel nous allons à la rencontre des personnes ordinaires ayant vécu une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, nous recevons une femme intelligente, pétrie d'un leadership incroyable. Elle est écrivaine, elle est ambassadrice, elle est fondatrice de plusieurs associations et elle est avec nous aujourd'hui. Djaïli Amadou Amal, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ça n'a pas été évident, mais bon, on y est arrivé quand même. Merci. Alors, plusieurs casquettes. Madame, vous êtes écrivaine à la base, vous êtes fondatrice, ambassadrice de bonne volonté, vous êtes lauréate de plusieurs concours internationaux, vous êtes militante. Vous avez tellement de casquettes. Finalement, qui est Djaïli Amadou? Qui est-elle? Eh bien, c'est très très difficile quand on vous demande de vous présenter, mais bon, je pense que vous l'avez fait pour la plupart. Je dirais que je suis tout simplement une femme originaire du Grand Nord Cameroun. Oui. Une épouse, une maman, une écrivaine, une militante également pour les droits des femmes. Oui. Et voilà. C'est le plus important. Comment vous faites pour gérer toutes ces casquettes-là? Comment vous faites? Quel est votre secret? Pour être une épouse, mon secret, c'est d'avoir pu choisir un bon mari. Oui, déjà, c'est important. Ça c'est important. Voilà. Être une maman, eh bien, je pense que notre plus grande richesse, c'est ça. C'est les enfants et on doit tout faire pour pouvoir les encadrer et leur donner la meilleure éducation possible. Et puis être écrivain, c'était ma passion tout simplement. Et quand on fait quelque chose avec passion et qu'on a une conviction à défendre, eh bien ça devient beaucoup plus facile. Alors quand on sait que, alors il est encore plus compliqué pour une dame d'avoir énormément de casquettes comme ça, en plus des fonctions de famille comme ça. Est-ce qu'en réalité, je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un secret que tu as dû appliquer personnellement pour pouvoir bien organiser les choses, bien structurer parce que beaucoup d'entrepreneurs disent que voilà, si on réussit en entrepreneuriat, forcément on délaisse sa famille. Okay? Mais comment on fait pour vraiment... Est-ce qu'il y a un secret à leur donner? Eh bien, je pense que le plus important dans la vie, pour tout ce qu'on fait d'ailleurs, oui, c'est de prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et puis, après avoir priorisé, eh bien, les choses vont tout simplement. Et puis, généralement, moi, je suis quelqu'un qui ne force pas vraiment. Vous voyez, je fais les choses comme j'en ai la conviction, comme je suis persuadée que c'est bien. Et puis ensuite, je laisse faire tout simplement. Et puis, c'est quand même très important d'être bien entouré et d'avoir au plus profond de soi cette petite voix qui vous dit avance et c'est bien ce que tu fais. Oui. Aujourd'hui, vous avez écrit des ouvrages qui sont lus partout dans le monde et vous voyagez partout dans le monde aujourd'hui. Mais est-ce que ça a toujours été... Vous avez toujours su que vous serez auteur? Vous allez écrire? Vous avez toujours su que vous deviez le faire? J'ai toujours écrit. Ah, d'accord. J'ai toujours écrit. Bien entendu, pour qu'on se dise je vais devenir écrivain, oui, il faut d'abord qu'on commence par lire. D'accord. Ça a été ma plus grande passion depuis que j'étais toute petite. Et le plus grand défi que j'ai eu et que j'ai pu relever finalement en vivant à Maroua, où il faut quand même le rappeler, il n'y avait aucune bibliothèque, il n'y en a toujours pas. Wow. Il n'y a pas de librairie à proprement dit. C'était le plus grand défi, c'était donc de trouver des livres. Et donc, la petite fille que j'étais était prête à tout, y compris à escalader le mur de l'église catholique pour pouvoir
trouver ces fameux livres. Et je pense que c'est la lecture qui m'a forgée, c'est la lecture qui m'a fait comprendre même déjà que ce que je voyais déjà autour de moi et la condition des petites filles livrées et soumises au mariage précoce et forcé n'était pas normal. C'est parce que j'ai lu que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, l'écriture est venue naturellement. Quand on lit, à un moment, on a envie d'écrire. Absolument. Et puis, quand est arrivé également le moment où je vivais mes premiers émois de femme et mes premières souffrances, eh bien, je pense que naturellement, je me suis tournée vers les livres et naturellement également vers l'écriture qui est devenue l'exutoire qu'il me fallait. Et aujourd'hui, le moyen pour moi de pouvoir m'exprimer, de pouvoir dire tout haut ce que toutes les autres femmes dans le Sahel pensent tout bas. Absolument. Et de pouvoir être la voix de toutes ces femmes qui finalement n'ont pas de voix. Oui, quand on sait que l'environnement est extrêmement important dans la progression d'une dame comme vous, est-ce que votre environnement vous a soutenu à vous lancer dans cette écriture, dans cette passion, à pouvoir dire les choses tout haut comme vous le dites? Non, non, bien sûr que non, puisque quand on ne connaît pas quelque chose, eh bien, on a tendance à s'en méfier. Absolument. Je suis quand même la première écrivaine du Grand Nord Cameroun. Oui. Donc, évidemment, quand j'ai commencé à écrire, je ne peux pas dire que les gens m'ont applaudi tout d'un seul coup. Hein. Oui. Au contraire, on me voyait d'un air bizarre. Elle n'est pas un peu... il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez elle. Pourquoi, au lieu d'avoir des multiples bibelots, elle a plutôt un ordinateur dans son salon? Ce genre de réflexion, ça ne manque pas. Mais moi, j'étais déjà persuadée de ce que j'étais en train de faire. J'étais persuadée de où est-ce que j'allais, où je voulais arriver. Et les regards des autres, évidemment, n'ont pas été un frein. Oui. Alors, quand on regarde exactement ce que vous avez... ce que vous réalisez, ce que vous avez réalisé aujourd'hui, on se demande, mais est-ce que vous avez des rituels de vie? Qu'est-ce qui vous permet d'être autant productive? Tout le monde a des rituels. Par exemple, comment vous faites pour pouvoir laisser sortir, produire votre cerveau, toutes ces choses-là? Comment vous faites? D'abord, je lis. D'accord. Je lis énormément. Je lis minimum 3-4 romans par semaine. Ça a été pendant des années. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et qui écoute. Je pense que dans une autre vie, je pourrais être psychologue. Okay. Parce que j'écoute les autres. Je suis très, très sensible à la souffrance d'autrui. Je suis très sensible à ce qui se passe autour de moi. Je suis très sensible à la souffrance et je suis très sensible au sujet de la condition des femmes. Oui. Et s'il faut parler de rituels, eh bien, j'écris uniquement la nuit. J'ai besoin d'avoir un environnement calme. J'ai besoin d'avoir un canapé avec des multiples coussins. Okay. Et j'ai bien entendu besoin de ma dose de café et de thé et un peu de musique et de me créer cet espace qui n'appartient finalement qu'à moi. J'aime la nuit parce que justement, quand tout le monde dort et que tout est calme, pour moi, c'est propice à la création. Quelle est la place de la... Est-ce que vous croyez au destin? Est-ce que vous pensez que vous avez été destiné comme ça, de manière automatique à réaliser tout ça? Ou vous-même, vous avez une vraie part de... Est-ce que vous croyez au destin et qu'est-ce que vous pensez de ça, en réalité? Étant une musulmane pratiquante, évidemment, je crois au destin, à la destinée. Et je suis quelqu'un qui est très, comme je disais déjà, être sensible, c'est aussi croire en une force extraordinaire qui vous pousse et qui vous permet de vous réaliser, et une force qui vous écoute quand vous pleurez et que vous tendez les bras et que vous avez besoin d'aide. Je crois à tout ça, à toutes ces forces-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dames en fait qui vous écoutent et qui finalement y croient et se demandent finalement quelle est la part de responsabilité entre le destin et nous-mêmes. Finalement, à quel moment donné, on a notre part à jouer? Eh bien, si j'étais restée couchée, ou alors si j'étais restée tout simplement à me conformer à ce que la société attendait de moi, c'est-à-dire sois belle et tais-toi, je ne serais jamais devenue une écrivaine. Bien sûr que je crois au destin,
mais je crois également à la force du travail. Si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai écrit, c'est parce que j'ai accepté de corriger et de recorriger encore et encore et encore mes textes. C'est parce que j'ai essayé de m'améliorer chaque jour. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui s'approchent de vous et qui vous disent « J'ai envie d'être écrivain, je veux publier un test. » Ok, qu'est-ce que tu as écrit? Il vous apporte un test de 10 pages et il vous dit « Je veux en faire un roman. » Allez retravailler votre test, il ne revient jamais vers vous. Mais je ne vais jamais écrire ce test à votre place. Personne n'a écrit mes tests à ma place. Eh bien, je pense que même s'il y a une part de destinée, même s'il y a une part de chance dans tout ce qu'on fait, évidemment, à 90%, c'est d'abord le travail. Alors, quand on regarde, on voit les distinctions que vous avez eues, on se demande, mais en principe, dans notre société, quand on a été distingué et avoir beaucoup de prix comme ça, on se prend la tête. On prend la tête de la citrouille d'Halloween. Mais qu'est-ce qui vous permet de rester autant humble, autant calme, autant sereine, malgré toutes les réalisations, et vous permet d'être autant performant, de continuer de performer? D'abord, je sais où je vais. Je sais ce qui m'intéresse. Et ce que j'aime le plus faire, c'est écrire des romans, tout simplement. Ce qui me rend fière et contente, extrêmement heureuse, c'est d'écrire. Point. Et ensuite, c'est d'être avec ma famille. Donc, quand j'écris mon roman, je ne suis pas en train de réfléchir au prix que je vais gagner. Absolument. Je ne suis pas en train de réfléchir à plaire aux autres. Et si je le faisais, évidemment, mes tests seraient biaisés. Oui. Donc, quand je mets un point final à un manuscrit, il ne m'appartient plus. Je m'en fiche de savoir s'il va plaire ou non. Wow. Je m'en fiche de savoir s'il aura des prix ou non. Le plus important, c'est que moi, je sois satisfaite du travail que j'ai accompli et que je me dise, je suis contente, je suis fière de ce manuscrit. Et ensuite, je le laisse faire sa vie. Ce n'est pas important qu'il gagne des prix, qu'il y ait une reconnaissance. Bien sûr, on est des êtres humains, ça nous fait toujours plaisir quand on a une certaine reconnaissance d'un travail qu'on a abattu quand même pendant 2-3 ans. C'est un peu comme si c'était notre bébé, on le laisse grandir tout simplement, mais ensuite on garde quand même les pieds sur terre parce que le travail continue, parce qu'on a encore 10 000 choses à écrire. Absolument. Et j'ai tendance toujours à dire, mon meilleur manuscrit, mon meilleur roman, celui qui me donnera vraiment des prix, je ne l'ai pas encore écrit. Carrément, mais au niveau de... J'ai envie de dire que quand on vous écoute, on sent qu'il y a une force intérieure incroyable, il y a un leadership, mais d'où vient ce courage-là, cette force de dire les choses telles que vous les sentez et tout ça? Est-ce que ça vient de la lecture ou des expériences que vous avez vécues? De plusieurs choses à la fois, vous savez, c'est l'ensemble de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez appris qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Oui. Je ne suis pas née comme ça. C'est les souffrances que j'ai vécues, c'est le mariage précoce et forcé, mais également les études, les rencontres, les lectures, etc., qui font de moi. Et évidemment, en tant que personne, j'essaye de m'améliorer chaque jour, j'essaye de lire, j'essaye d'apprendre, j'essaye de discuter avec d'autres personnes, de m'améliorer. Et c'est ce qu'il faut faire en réalité. Il n'y a pas une personne qui va se lever un bon matin et dire « Aujourd'hui, je pense que je suis une personne accomplie ». Non, pas du tout. Dans ce cas-là, en réalité, vous n'apprendrez plus rien. Il faut que chaque jour, quand le soleil se lève, vous dites « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui ?» Et qu'au moment de vous coucher, vous prenez quand même cette petite minute pour vous poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai apporté au monde ?» C'est très important. Est-ce que vous avez dans 5 ans, dans 10 ans, un rêve fort que vous avez envie de réaliser, que ce soit pour la société, les jeunes femmes, votre environnement, le Sahel? Est-ce que vous avez une image forte que vous voyez quand vous fermez les yeux le soir, dans 5 ans, dans 10 ans? Si je vous le dis, ça ne va pas se réaliser. Donc, je vais m'abstenir de le dire. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, je rêve que dans ma zone, dans le Sahel, mais finalement pour tout le Cameroun, qu'il y ait des jeunes femmes qui s'accomplissent, qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui
se lance dans la littérature, qu'on avance. Et puis le rêve surtout, c'est la paix. C'est que les changements climatiques également s'arrêtent, qu'on ait la sécurité, qu'on vive bien, et c'est le plus important. Absolument. Et forcément, dans votre parcours, vous avez eu des difficultés, vous avez eu énormément de difficultés, forcément, parce que tout entrepreneur rencontre énormément de difficultés. Et on va en parler, effectivement, dans la deuxième partie de cette émission. Découvrez le plaisir de déguster les chocolats Choco, préparés par les maîtres chocolatiers Startup Foods. Avec des fèves de cacao du Cameroun, certainement les plus fines au monde. Les chocolats Choco vous procurent une expérience gustative exceptionnelle. 20 ans d'expérience de nos maîtres chocolatiers. Pour retrouver dans votre bouche du noir fondant à 95%, du lait doux, en passant par du blanc, pour finir avec du chocolat diététique sans sucre. Une saveur tendre et délicieuse, un plaisir tout en finesse. Choco, pour stimuler toutes vos émotions. Choco, signé Startup Academy. De retour sur ce plateau, nous sommes avec Madame Djaïli Amadou Amal, qui est une femme multiple casquettes et qui nous a livré un bon nombre d'informations sur son parcours et sur comment elle arrive à traverser et à réaliser autant de choses. Vous êtes certainement passé par des difficultés. Quelle est pour vous l'une des plus grandes difficultés que vous avez traversées? Ça c'est une question difficile parce que je pense qu'à chaque étape de la vie, on a une difficulté. Et on a l'impression que c'est la plus infranchissable. Oui. Et puis on arrive à dépasser et on rencontre autre chose. Donc aujourd'hui, en réalité, je ne saurais pas vraiment dire quelle est la plus grande des difficultés. Mais certainement, quand je me suis retrouvée jeune fille, encore au lycée, en train d'être envoyée en mariage précoce et forcé à 17 ans. Pour moi, c'était la plus grosse des épreuves. Wow. Bon. Mais ensuite, pouvoir quitter tout ça, partir et accepter d'être pratiquement mise au banc de la société pour pouvoir se réaliser, ça a été difficile également. Écrire et trouver un éditeur et se dire je vais oser montrer mon manuscrit et ensuite je vais oser en parler de tous ces sujets tabous, ça a été difficile également. Tout un ensemble de choses, vous voyez, et puis écrire le roman Mounial ou Les Impatientes, ça a été également une épreuve parce que quand on parle quand même de toutes les violences qu'on a soi-même subi, mais également qu'on a vu, qu'on voit autour de soi, c'est difficile aussi. Donc il y a un ensemble de choses, mais à chaque fois, en réalité, l'être humain est capable de se dépasser et de franchir tous les obstacles à condition qu'il le veuille. Moi, je l'ai voulu et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et comment, forcément, réagit votre environnement? C'est-à-dire quand on écoute comment vous êtes capable de prendre du recul par rapport à la société et de pouvoir dénoncer un certain nombre de choses, comment vos proches réagissent? Vos proches et votre environnement proche? Eh bien, bien sûr, je ne vais pas dire que du premier coup, ils se sont tous levés et se sont mis à applaudir. Certainement pas. Oui. Donc, et finalement, ça aussi, ça a été l'une des difficultés que j'ai traversées, c'est arriver à faire comprendre à ceux que j'aime le bien fondé de tout ce que je fais, de tout ce que j'entreprends, et accepter, au cas où ils ne comprennent pas, de continuer quand même envers et contre tout, et en me disant, plus tard, ils comprendront. Donc, c'est comme ça, et quand on est sûr de soi et qu'on est sûr du bien fondé de ce qu'on est en train de faire, en réalité, on ne devrait pas laisser son entourage
voilà, intervenir. Et puis la chance que j'ai eue quand même, c'est que au moment où je publie mon premier roman et que je commence à m'exprimer en public et tout ça, je rencontre quand même un homme merveilleux qui est également dans le métier, puisque c'est aussi un écrivain, un ingénieur, mais écrivain également. Et je peux dire qu'il me tient la main et qui m'encourage et qui est là quand même quand on me... J'étais presque des tomates ou même des œufs. Et qui encourage. Et je pense que c'est très important d'être bien entouré. Madame Djali, les femmes vous écoutent. Est-ce qu'il est plus difficile de réussir quand on est une femme qu'un homme dans notre société? Bon, on ne va pas se mentir. C'est sûr que les femmes doivent quand même travailler 2 fois plus, doivent à chaque fois justifier qu'elles l'ont fait et qu'elles méritent la place. Mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans la victimisation. Il ne faudrait pas qu'on se couche là et qu'on se dise de toutes les façons je suis une femme et je n'arriverai pas. Non, on est une femme, on travaillera 2 fois plus, on vivra peut-être le harcèlement sexuel, les insultes, les pesanteurs socioculturelles, etc. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes fortes et qu'en plus c'est nous qui mettons au monde les hommes. Donc nous sommes 2 fois plus fortes qu'elles et par conséquent, s'ils y arrivent, nous pouvons y arriver 2 fois plus. Est-ce qu'il vous arrive de douter, Madame Djali? Est-ce qu'il vous arrive de douter, d'arriver à avoir des doutes et de vouloir même abandonner? Non. Non. Il peut m'arriver d'être fatiguée. Il peut m'arriver d'être lasse. Mais il ne m'est jamais arrivé une seule fois de me dire que ce que j'étais en train de faire, que le travail que j'ai choisi était trop difficile et que j'allais abandonner. Jamais ne m'est traversé l'esprit l'idée même que je pourrais un jour ne pas écrire. D'ailleurs, ma plus grande crainte finalement dans la vie, c'est de ne pas avoir le temps d'écrire tout ce que j'ai envie d'écrire. Quelle est votre plus grande force? La persévérance. Et la gentillesse peut-être. Généralement, c'est perçu comme une faiblesse, mais je pense que en tant que femme, notre nature de femme est très très importante. Et donc, il ne faut pas forcément essayer d'être un peu masculin pour pouvoir réussir les choses. Et autrement, j'avance avec ma nature de femme. Et je pense que c'est ma plus grande force. Justement, est-ce qu'en laissant sortir votre leadership, votre capacité de dire les choses comme ça, vous n'avez pas du mal avec la jante masculine qui est très un peu dure, qui n'a pas souvent l'oreille suffisamment douce pour écouter? Vous savez ce qu'il faut leur dire? Non. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais si vous êtes là, vous êtes obligé d'écouter. Si ça ne vous plaît pas d'écouter, vous sortez. Waouh. C'est aussi simple que ça. Si vous étiez président de la République, vous changerez quoi? Quel est votre chantier direct? Qu'est-ce que vous attaquerez? Quel domaine, par exemple? Vous apporterez du changement direct dans quel domaine, par exemple? Bon, déjà, je n'ai pas l'ambition d'être président de la République, du moins pour le moment. Mais je dirais au président de la République que nous avons besoin de routes. Des routes. Je pense que où passent les routes, passe le développement et c'est très important d'avoir des routes. Je rêve qu'on ait des autoroutes partout au Cameroun, du nord au sud. Et puis j'obligerai tous mes compatriotes à connaître tous les coins du Cameroun. Les gens rêvent d'aller en Europe, de visiter Dubaï, etc. Les sudistes ne connaissent pas où se trouve le Grand Nord. Ceux de l'Ouest ne savent pas où se trouve Kribi, etc. Mais comment est-ce qu'on peut aimer notre pays et le développer si on n'est même pas capable de savoir exactement où se trouvent toutes les villes, tous les villages, comment c'est l'environnement, les personnes, les rencontrer et tout ça. Donc, si je deviens président de la République, ou bien si je peux conseiller à un président de la République, je vais lui dire peut-être qu'il faut que ce soit obligé, les excursions, les rencontres, et tout ça, de découvrir nos richesses, toutes nos richesses. C'est très, très important. Et ça, c'est ce que moi, je fais avec mes enfants. Pendant les vacances scolaires, c'est décider où est-ce que nous allons partir.
Et le fait que quand ma fille arrive à Bagante et qu'elle puisse dire « Ah, Bagante, ça c'est le village de mon ami Tan. » Voilà. Ah, Bertois, ça c'est le village de... C'est très très important. Il faut que nos enfants connaissent tout le territoire camerounais. Dans le secteur de l'éducation, vous aurez une action quand même? Dans le secteur, bon, évidemment, mais bon, il faut quand même reconnaître qu'au Cameroun, nous avons quand même un bon niveau scolaire. Okay. Là, on voit quand on va faire des études à l'étranger que les Camerounais, quand ils veulent s'en sortir, ils s'en sortent. Et tout ce qu'on devrait faire, c'est peut-être plus multiplier les écoles et autres. Mais voilà, donc, et je suis particulièrement, comme on parle de l'éducation, particulièrement fière quand même que le roman Mounia, les lames de la patience ou les impatientes soient quand même inscrits au programme scolaire pour les classes de terminale. Ça, c'est très important. Absolument. Madame Djali, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission. La gente féminine qui nous regarde, les jeunes qui vous regardent, si vous aviez un message à leur donner qui les amènerait à aller se développer, à aller réaliser leurs rêves, ce serait quoi? Quel message? Travailler, lisez beaucoup, voyager. Et quand je dis voyager, ça ne veut pas dire allez vous perdre dans le désert. Ça veut dire aller à l'extrême nord, au nord du Cameroun et regarder ce qui se passe, aller vers l'ouest, admirer toutes les belles montagnes et tout ça, rencontrer les personnes, enrichissez-vous de toute notre richesse culturelle et puis travailler et soyez déterminés et ayez des rêves et essayez de les accomplir, c'est tout. Absolument. Madame Djali, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Ok, nous sommes à la fin de cet échange, de cette émission. Ayez des rêves, c'est le message que nous allons garder de notre héroïne. Ayez des rêves, ayez des ambitions. Ok, allez découvrir, voyager. Le voyage est une école. Allez découvrir les richesses que nous avons dans notre environnement. Et de là sortiront certainement des opportunités que vous pourrez saisir éventuellement. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans un prochain numéro.